Mes parents ont acheté une Lobo de luxe à mon frère, et ils voulaient que ce soit moi qui paie quand il l'a accidenté. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien est très important pour nous. Si tu trouves cette histoire intéressante, mets-lui un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Écris-nous le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, commençons l'histoire. Je m'appelle Matteo Ramirez, j'ai 29 ans et je suis ingénieur. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai galéré comme pas possible pour en arriver là. Et je dis ça parce que chez moi, on ne mesurait pas la vie de la même façon pour tout le monde. Il y avait une règle pour moi, l'aîné, le responsable, celui qui devait montrer l'exemple et en plus payer une bonne partie de l'argent. Et une autre règle, beaucoup plus souple et plus large, pour mon frère Leonardo, ou Léo comme on l'appelle. Il a 24 ans, et depuis sa naissance, on l'a traité comme le prince héritier, le petit génie incompris, le beau gosse qu'il fallait protéger du monde cruel et des responsabilités. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à travailler officiellement tout en continuant mes études, mon père, Don Armando, avec son ton sérieux qu'il utilisait pour les annonces importantes, m'a dit que je devais payer un loyer pour vivre dans la maison familiale. C'est pour que tu apprennes la valeur de l'argent, Matteo, pour que tu deviennes un homme bien, m'a-t-il dit. Et le montant n'était pas symbolique, oh non. Avec ce que je payais, j'aurais pu me louer un petit appartement rien qu'à moi. Mais selon lui, c'était ma contribution au foyer. Pendant ce temps, Léo vivait comme un roi, avec sa propre chambre pleine de luxe, des repas spéciaux que ma mère, Doña Mercedes, lui cuisinait, et aucune inquiétude concernant les dépenses de la maison. Si je voulais m'acheter quelque chose en plus, je devais me justifier et économiser pendant des mois. Mais si Léo voulait le dernier téléphone ou la nouvelle console de jeux vidéo, mes parents se débrouillaient toujours pour le lui offrir. Il est encore en train d'étudier, Matteo, il cherche sa voie, c'était toujours l'excuse de ma mère. Et c'est comme ça que s'est passée ma jeunesse. Je travaillais dur entre l'université publique où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur avec mention, et des petits boulots pour couvrir mes dépenses et bien sûr, le loyer. Mes réussites étaient accueillies par un simple « Ah, c'est bien mon fils, continue comme ça, ne lâche pas ». Par contre, les multiples échecs de Léo, des changements d'orientation comme on change de chaussettes, des projets qui ne duraient même pas 3 mois étaient toujours financés par mes parents avec un enthousiasme aveugle. Ton frère est très créatif, Matteo, il explore ses talents, disait mon père. Il a besoin de notre soutien pour que ses idées grandissent. Et cette fameuse croissance voulait souvent dire un nouveau trou dans les finances de la famille, que je finissais par combler, moi. Mon rêve, mon plus grand désir, c'était de mettre de l'argent de côté pour payer la compte d'un appartement et partir de cette maison. Avoir mon propre espace, mes propres règles, ma propre vie. Mais chaque fois que j'étais sur le point d'y arriver, il y avait une nouvelle urgence familiale. Léo avait besoin d'un nouvel ordinateur pour ses études, ou alors il fallait payer un cours hyper cher pour sa formation professionnelle, ou encore il avait des dettes à cause d'un malentendu. Et là, mes parents arrivaient, le visage inquiet, me demandant avec leurs grands airs de détresse de faire preuve de cœur. « Allez Matteo, c'est juste un petit coup de main. On est une famille, il faut s'entraider. » Et mes économies disparaissaient encore une fois. Je me souviens d'une nuit, il y a environ 3 ans, où Sofia, ma copine de l'époque, et moi, on a eu une grosse dispute à cause de ça. On était dans sa voiture après que j'ai dû annuler une sortie importante parce que Léo avait perdu l'argent que mes parents lui avaient donné pour s'inscrire à un autre de ses cours ratés. Sofia m'a regardé avec un mélange de tristesse et de frustration. « Matteo », m'a-t-elle dit avec cette voix douce mais ferme qu'elle avait, « je t'aime beaucoup. Mais je ne peux plus continuer à te voir te faire marcher dessus. Cette famille est en train de t'étouffer. Léo, c'est un puits sans fond, et tes parents t'utilisent comme seule source pour essayer de le remplir. Si tu ne mets pas de limite, ils vont te vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi, ni de tes rêves, ni de nous. » Ces mots m'ont transpercé jusqu'aux os. Peu de temps après, on s'est séparés. Elle n'en pouvait plus, et moi, à ce moment-là, je n'ai pas eu le courage de lui donner raison et de changer les choses. La dernière de ces petites aides forcées est arrivée il y a seulement quelques mois. Léo, avec sa sagesse infinie, s'était encore mis dans un pétrin à cause de paris sportifs en ligne. Il avait une grosse dette qu'il ne pouvait évidemment pas payer. Il a fait passer ça pour un investissement raté, et mes parents, après plusieurs jours d'angoisse, m'ont raconté que des gens dangereux le menaçaient. Ils m'ont demandé de payer le montant. C'était une grosse partie de mes économies prévues pour la compte. J'ai encore cédé, avec la promesse solennelle de mon père. Avec ça, Léo va enfin apprendre, Matteo. Je te jure que c'est la dernière fois qu'on te demande un truc pareil. Il va se reprendre. Moi, j'ai juste senti que la corde qui me tenait à cette maison se resserrait encore un peu plus, presque jusqu'à se rompre. Au fond de moi, je savais que cette dernière fois n'arriverait jamais tant que je continuerais à me laisser faire. Et quelque chose en moi a commencé à changer.
Une sorte de lassitude froide et silencieuse a commencé à grandir. Quelques semaines après ce dernier vol de mes économies, Léo, mon illustre frère, est venu nous annoncer une grande nouvelle. Il avait terminé un diplôme en ligne dans un truc au nom pompeux, leadership stratégique et neuromarketing pour l'ère digitale. Un bout de papier imprimé à la maison, avec le logo d'un institut bidon trouvé sur Internet. Et ça a suffi pour que mes parents décident que cette prouesse méritait une énorme fête. Pour comparer, quand moi j'ai été diplômé ingénieur après 5 ans de nuit blanche, d'examens horribles et de stages dans des coins où le soleil te brûle la tête, la fête, c'était une pizza familiale que j'ai payée moi-même, d'ailleurs et un simple félicitation mon fils pendant qu'il regardait leur feuilleton. Mais pour Léo, le futur CEO comme l'appelait mon père dans ses délires, on a organisé un dîner dans un de ces restos de luxe à Polanco, là où vont les politiciens et les riches qui passent dans les magazines. J'ai dû ravaler ma fierté et y aller, écouter mon père faire des discours sur la vision et le potentiel illimité de Léo. J'ai failli m'étouffer avec le steak quand ma mère, les yeux pleins de larmes d'émotion, a dit qu'elle sentait que de grandes choses attendaient son petit. La vraie grande chose est arrivée le samedi suivant, dont Armando nous a demandé de sortir dans le jardin derrière la maison. Et là, elle était là, imposante, avec un énorme nœud rouge sur le capot, comme un cadeau de Noël pour un enfant de milliardaire. Une Ford Lobo King Ranch rouge rubis, dernier modèle. Une de celles qui valent presque 2 millions d'euros. Intérieur en cuir, toit ouvrant panoramique, et un moteur qui rugit comme un lion en chaleur. Mon père, avec un sourire énorme sur le visage, a tendu les clés à Léo. Pour mon futur CEO, a-t-il répété, cette fois avec un ton presque solennel. Pour que tu bouges comme ce que tu es, un vrai gagnant. Léo a failli s'évanouir d'émotion. Il a d'abord serré mon père dans ses bras, puis ma mère, et ensuite, la camionnette. Comme si c'était l'amour de sa vie. Donia Mercedes, elle, ne s'arrêtait plus de prendre des photos avec son téléphone. Sûrement pour les mettre tout de suite sur Facebook avec une légende pleine de hashtags. Hashtag fierté de maman, hashtag mon fils réussi, hashtag béni. Moi, je suis resté figé. Ma vieille voiture, une petite coccinelle qui passait à peine les contrôles techniques et faisait des bruits à chaque articulation, ressemblait à un cafard à côté de ce monstre de luxe et d'acier. Mais cette fois, au lieu d'exploser ou de faire une scène, j'ai repensé aux paroles de Sophia et aux conseils récents de mon oncle Ravière. J'ai respiré profondément. Et quand les câlins et les félicitations exagérées ont fini, je me suis approché de Léo avec un sourire qui devait ressembler à une grimace. Félicitations, frère. Elle est impressionnante. Puis je me suis tourné vers mon père, en essayant de garder un ton neutre. C'est une super camionnette, papa. C'est un beau geste. J'espère juste que Léo comprend la grande responsabilité qu'un véhicule comme ça implique. Il faut beaucoup de maturité pour le conduire, et surtout pour l'entretenir. Les assurances, l'entretien, l'essence, c'est pas rien. Dont Armando m'a regardé avec cette suffisance qui m'énervait toujours autant. Tu es toujours aussi négatif et à chercher les petits détails sans importance, Matteo. Ce sont des broutilles. Tout est prévu. Toi, tu devrais plutôt profiter du succès de ton frère et apprendre un peu de son attitude positive. L'attitude positive de Léo, ça voulait dire ne jamais avoir bossé une seule journée entière dans sa vie et attendre que tout lui tombe du ciel. Et comme on pouvait s'y attendre, la Lobo King Ranch est devenue sa nouvelle personnalité. Du jour au lendemain, il est passé de glandeur de la maison à roi de la route. Ses publications sur Instagram ont explosé. La Troca, la camionnette, garée devant la boîte de nuit la plus branchée. La Troca entourée de potes aussi parasites que lui. La Troca avec un coucher de soleil en arrière-plan, sur un beau point de vue. Et la musique. Du reggaeton ou des corridos bien lourds, à fond les enceintes. Comme s'il voulait faire exploser les oreilles de tout le quartier. Don Raoul, mon voisin d'en face, un retraité calme et respectueux, secouait la tête à chaque fois que Léo sortait en faisant crisser les pneus. Parfois, nos regards se croisaient et je sentais une sorte de solidarité silencieuse venant de lui. Cette même semaine, avec un nœud dans le ventre, j'ai appelé mon oncle Ravière, le frère de ma mère. Lui, c'est un peu la brebis noire de la famille, parce qu'il est parti de chez lui jeune et a osé dire ses 4 vérités à mes grands-parents. Mon oncle avait toujours été mon confident et mon point d'appui. Je lui ai raconté toute l'histoire de la camionnette. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis il a soupiré. « Ah mon fils, tu viens de me décrire un cocktail Molotov sur roue. Jeunesse, inconscience, un père aveuglé et un véhicule de luxe. Mauvais mélange. Cette camionnette, c'est un chèque en blanc pour les ennuis. Et connaissant ton père, quand les problèmes vont arriver, il voudra que ce soit toi qui signes ce chèque. Commence dès maintenant à garder tous tes justificatifs de loyer, tous les papiers qui montrent ce que tu as payé, et combien ils ont dépensé pour Léo.
Protège-toi, Matteo, parce que j'ai bien peur que ce soit juste le début. J'ai raccroché avec une sensation glaciale dans le dos. Mon oncle se trompait rarement. Et moi, discrètement, j'ai commencé à rassembler chaque reçu, chaque relevé de compte, chaque preuve de l'injustice financière que je vivais dans cette maison. La Lobo King Ranch a changé la vie de Léo. Elle a aussi changé celle de tout le quartier. Les nuits sont devenues plus bruyantes, les rues plus dangereuses. Léo l'utilisait pour aller déposer ses conquêtes chez elle, se prenant pour le héros d'un film d'action pourri. Le pot d'échappement modifié faisait un boucan monstre pour signaler quand il arrivait et quand il repartait. Je l'ai vu plusieurs fois passer à toute vitesse dans la rue de l'école primaire où j'étais allé, pile à l'heure de la sortie des enfants. Il slalomait entre les mamans avec un petit sourire idiot, pendant qu'elles le regardaient avec peur. Ses amis, une bande de fainéants qui se prenaient pour des fils à papa, étaient ses copilotes dans ces virées nocturnes qui finissaient souvent à l'aube. Doña Elena, la voisine d'Axe en grave côté, celle qui sait tout avant tout le monde, n'a pas mis longtemps à faire des remarques à ma mère. Elle est belle, la troca de ton Léo, merci, mais dis-lui de lever un peu le pied. L'autre jour, il a failli écraser le chat de Doña Cuca, la pauvre dame a failli faire une crise. Ma mère, bien sûr, a défendu son chéri. Oh Elena, n'exagère pas, les jeunes sont comme ça, pleins d'énergie. En plus, Léo conduit très bien, il est très doué. Moi, je me disais plutôt, doué, pour mettre les autres en danger. J'ai essayé plusieurs stratégies pour le faire réfléchir, ou au moins pour que mes parents réalisent le danger. Un jour, avec le plus de calme possible, je lui ai dit « Écoute, cette camionnette, c'est pas un jouet. Elle pèse plus de 2 tonnes, elle a une puissance énorme. Une erreur, une distraction, et tu peux ruiner la vie de quelqu'un, ou la tienne. T'as déjà pensé à faire un cours de conduite défensive ou quelque chose comme ça? Ce serait pas une mauvaise idée avec un engin pareil. » Il a éclaté de rire. « Oh Matteo, tu recommences à jouer les rabat-joie, détends-toi, frérot. Je gère parfaitement. La jalousie, c'est une mauvaise conseillère. » Mes parents, qui avaient entendu, sont tout de suite intervenus. « Matteo, s'il te plaît, laisse ton frère tranquille, a dit mon père avec un ton dur. Tu l'as complètement traumatisé avec ton négativisme et tes mauvaises ondes. » Ma mère a ajouté « Oui mon fils, on dirait que tu es jaloux de voir ton frère heureux et réussi. » Réussi. Ils appelaient ça réussir, le fait d'avoir un véhicule de luxe payé par les autres, sans savoir ce que ça veut dire de gagner son pain à la sueur de son front? En suivant les conseils de mon oncle Ravière, et avec une impression de plus en plus forte qu'un drame allait arriver, j'ai commencé à documenter discrètement les bêtises de Léo. 2 fois, quand il est rentré à l'aube en sentant l'alcool et la sueur d'une boîte de nuit pas chère, j'ai réussi à le filmer depuis la fenêtre de ma chambre. Je l'ai filmé alors qu'il descendait de la Lobo en titubant et manquait de tomber en essayant d'ouvrir la porte de la maison. Une autre fois, j'ai enregistré un audio d'une discussion avec ses amis dans la cour, où il se vantait d'avoir échappé à un contrôle d'alcoolémie en glissant un joli billet à un agent. Je ne comptais pas utiliser ces preuves pour le confronter directement. Je savais que ce serait inutile, et que je récolterais juste des reproches de mes parents. Mais je les gardais, comme un avare garde ses pièces d'or. Peut-être qu'un jour, elles me serviraient à me défendre, ou à prouver que je n'étais pas le fou ni le jaloux de l'histoire. En plein milieu de ce cirque, mon anniversaire est arrivé. J'ai eu 29 ans. Mes parents m'ont envoyé un message WhatsApp pour me féliciter. Et le soir, ils m'ont offert un pull sûrement en promotion et un petit gâteau individuel de la boulangerie du coin. « Joyeux anniversaire mon fils, que tu en aies plein d'autres », m'ont-ils dit à la va-vite, avant de retourner regarder leur émission préférée. Léo, bien sûr, avait oublié. Ou s'il s'en souvenait, il s'en fichait. En fait, ce soir-là même, avec l'accord enthousiaste et le financement de mes parents, il a organisé une fête bruyante à la maison pour l'anniversaire d'un de ses potes. Le jardin ressemblait à une boîte de nuit, la musique hurlait, et des gens que je ne connaissais même pas défilaient chez moi. Je me suis enfermé dans ma chambre avec le pull bon marché posé sur le lit, et le gâteau encore intact. La sensation d'être un vieux meuble, un poids inutile et invisible dans ma propre maison, m'a frappé violemment. Le lendemain, pendant que je balayais les restes de la fête de Léo, parce que bien sûr, la femme de ménage ne venait pas le dimanche, et quelqu'un devait nettoyer le bordel, dont Raoul s'est approché de la grille de sa maison. Il tenait un petit sac en papier. « Matteo, m'a-t-il dit d'une voix posée, hier c'était ton anniversaire, non? Je suis désolé de ne pas t'avoir félicité, j'étais un peu patraque. Mais regarde, je t'ai apporté ces douceurs au lait de Soleilla, j'en raffole. Juste pour te montrer que certains d'entre nous se souviennent, et t'apprécient. » Il m'a tendu le petit sac. Dedans, il y avait aussi un petit livre de poèmes de Sabine. Et ça, c'est pour que tu aies quelque chose de beau à lire quand le bruit dehors est trop fort. Courage, mon garçon. Ce petit geste, cette preuve d'humanité au milieu de tant d'indifférence,
m'a presque fait pleurer sur place. Ça a compté pour moi bien plus que tous les cadeaux et toutes les camionnettes du monde. Le samedi soir suivant, après le geste de Don Raoul, la bombe a finalement explosé. J'étais dans ma chambre, en train de travailler sur des projets en retard, avec mes écouteurs pour couvrir le vacarme de Léo et ses potes qui s'agitaient dans le salon. Ils étaient sûrement en train de planifier leur prochaine virée nocturne. Il devait être presque 2 heures du matin quand le téléphone de la maison a sonné si fort que ça a traversé mes écouteurs et m'a glacé le sang. Presque aussitôt, j'ai entendu la voix de ma mère, un cri étranglé suivi de « Mais comment ? Où est-il ? Est-ce qu'il va bien ?» Puis, des pas précipités, des portes qui s'ouvrent et se referment avec fracas, et mes parents qui s'agitent dans le couloir. J'ai retiré mes écouteurs, le cœur battant à 1000 à l'heure. Un mauvais pressentiment froid et net s'est installé dans mon ventre. Avant que je puisse sortir, la porte principale a claqué. J'ai entendu le moteur de la voiture de mon père rugir, puis s'éloigner à toute vitesse. Je me suis approché de la fenêtre, juste à temps pour le voir disparaître dans la nuit. J'ai vérifié mon téléphone, batterie pleine, assez d'espace pour filmer ou enregistrer. Un calme étrange, le genre de calme qui précède les tempêtes, s'est emparé de moi. Je suis descendu silencieusement. J'ai trouvé ma mère dans le salon, marchant de long en large comme une lionne en cage, serrant le téléphone contre sa poitrine, les yeux écarquillés. Elle murmurait une litanie incompréhensible de « Je vous salue Marie » et de prières. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» lui ai-je demandé, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. Elle a sursauté, m'a regardé comme si elle venait seulement de se rendre compte que j'étais là. « Oh Mathéo, ton frère » balbutia-t-elle d'une voix tremblante. « Il paraît qu'il a eu un accident avec la camionnette. Ton père est parti le chercher. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il m'a juste dit que c'était grave, qu'il a percuté quelque chose. »« Où est-ce que c'était, maman ? Léo va bien ?» insistai-je, essayant d'obtenir une réponse claire. « Je sais pas, répondit-elle. Il m'a dit que c'était dans le quartier de la Roma. Je crois qu'il a foncé dans la façade d'une pharmacie. Et que Léo a dit au téléphone qu'un camion l'avait poussé hors de la route. Mon Dieu! Pourvu qu'il n'ait rien de grave, mon bébé !» L'histoire du camion fantôme commençait déjà à sonner faux. Un classique de Léo. Le reste de la nuit a été un véritable supplice. Ma mère n'a pas arrêté de pleurer et d'imaginer les pires scénarios. Moi, j'essayais de garder la tête froide, même si l'angoisse me rongeait. Pas pour Léo, si je dois être honnête, mais pour les conséquences. Pour la catastrophe économique et familiale que ça allait déclencher. Et parce que je savais, avec une certitude absolue, sûr qu'ils allaient essayer de faire retomber la responsabilité. Vers 4 heures du matin, on a entendu la voiture de mon père. Ma mère et moi avons couru vers la porte. Ce que j'ai vu m'a confirmé que mes pires craintes étaient en dessous de la réalité. Mon père traînait presque Léo, qui tenait à peine debout. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage enflé et couvert de bleu. Il avait une grosse coupure au front, qui saignait encore, et un bandage de fortune au bras droit qui semblait sérieusement blessé. Il puait l'alcool et le vomi. Il marmonnait des phrases sans queue ni tête, parlant d'une pharmacie de merde qui lui était rentrée dedans et de lumière qui l'avait ébloui. Mon père, blanc comme un linge mais avec une colère contenue sur le visage, l'a poussé directement dans sa chambre sans dire un mot. Un peu plus tard, pendant que ma mère essayait de soigner Léo entre 2 sanglots et quelques reproches à mon père pour avoir acheté un monstre pareil, j'ai entendu mon père passer un appel depuis son bureau. Il parlait tout bas. J'ai collé mon oreille à la porte, retenant ma respiration. « Oui, Caïman ? C'est Armando Ramirez. J'ai besoin d'un service urgent, c'est une question de vie ou de mort. » La Lobo King Ranch de mon fils, elle est restée à la Roma Norte, juste devant la pharmacie Guadalajara, à l'angle des Alvaro Obregon et Insurgente. Oui, la rouge. J'ai besoin que tu la récupères tout de suite, avant que la police ou l'assurance arrivent. Emmène-la à ton atelier de démontage. À celui où même Dieu ne pourra pas la retrouver. Et que personne ne sache rien. Tu me comprends ? Je te paierai ce que tu veux, mais elle doit disparaître en moins d'1 heure. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai compris jusqu'où mon père était prêt à aller pour cacher la vérité. C'était terrifiant. Je suis sorti discrètement sur le balcon de ma chambre, qui donnait sur la rue. Et j'ai eu juste le temps de voir au loin une dépanneuse sans marquage, du genre qu'on voit dans les films d'horreur, rouler lentement vers l'avenue principale. J'ai pris mon téléphone et, avec le zoom au maximum, j'ai réussi à prendre quelques photos floues et une courte vidéo. On pouvait y deviner la silhouette de la dépanneuse, et très vaguement, la forme broyée de ce qui avait été la flamboyante Lobo King Ranch. Ce n'était pas une preuve énorme, mais c'était déjà quelque chose. Une preuve que la camionnette n'avait pas juste eu un accident. Elle était aussi en train d'être cachée, illégalement.
Le lendemain matin, l'ambiance dans la maison était glaciale. Léo dormait sa gueule de bois dans sa chambre, drogué par les médicaments de ma mère. Mes parents, avec des cernes profondes et des visages figés, ne parlaient presque pas. Sur un groupe Facebook du quartier, les photos de l'accident devant la pharmacie Guadalajara circulaient déjà. On y voyait le rideau de fer enfoncé, des vitres brisées partout, un vrai carnage. Les commentaires disaient que c'était sûrement un conducteur ivre qui avait pris la fuite. Mes parents ont lu les commentaires et se sont regardés, paniqués. La première grosse mensonge officielle n'a pas tardé à sortir. On pense que des voyous ont volé la camionnette de Léo. Elle était garée chez un ami. Et ils sont allés la cracher. On enquête déjà avec la police, a dit mon père à un voisin curieux. Moi, je me contentais d'écouter, sentant le nœud dans ma gorge se resserrer de plus en plus. La comédie ne faisait que commencer. 2 jours se sont écoulés dans un calme tendu. Léo se remettait dans sa chambre, traité comme un soldat blessé, en pleine guerre. Il se plaignait de douleurs imaginaires et réclamait des caprices. Mon père allait et venait, passant des coups de fil mystérieux, sûrement pour chercher comment éviter que leur image soit salie. Le sujet de la camionnette était devenu tabou. C'était comme un éléphant en plein milieu du salon, mais que personne n'osait nommer. Finalement, le mardi soir, dont Armando a convoqué une réunion de crise, c'est lui-même qui l'a appelé comme ça. On était tous les 4 dans le salon, mes parents sur le grand canapé, sérieux comme des politiciens à la télé, Léo allongé dans un fauteuil, jouant la victime dramatique, avec le bras encore bandé, alors que le médecin avait dit que c'était juste une entorse légère, et moi, sur une chaise à part, me sentant comme l'accusé dans un tribunal. Mon père s'est éclairci la gorge, a ajusté une cravate imaginaire, et a commencé un discours digne d'une campagne électorale. Famille, comme vous le savez, on a traversé des jours très difficiles. Grâce à Dieu, Leonardo va bien, et c'est le plus important. Il a lancé un regard de tendresse forcé à Léo. Mais, on a un gros problème avec la camionnette. Il a marqué une pause dramatique. Après de nombreuses démarches. Encore une pause. On a réussi à la retrouver. Elle était abandonnée dans un terrain vague à Iztapalapa, complètement détruite. Il a menti sans cligner des yeux. Je savais très bien que la camionnette était au garage clandestin du Caïman, à Nezahualcóyotl. J'ai parlé à un mécano de confiance, a-t-il continué, et la réparation, si c'est possible, coûtera environ 750 000 €. Un montant énorme. L'assurance, a demandé ma mère avec une voix triste. Il complique tout, a répondu mon père. Comme la camionnette a été volée puis abandonnée, ils disent que l'enquête va prendre beaucoup de temps, et qu'ils ne vont sûrement pas tout couvrir, voire rien du tout. Vous savez comment sont ces compagnies, toujours prêtes à refuser de payer. Encore un mensonge. L'assurance ne voulait pas payer parce qu'il n'y avait pas eu de plainte crédible pour vol. Et s'ils enquêtaient sérieusement, ils allaient découvrir le dossier de Léo. Alors, dont Armando m'a regardé droit dans les yeux, avec ce regard en acier qu'il utilisait quand il allait donner une décision sans appel. Matteo, tu es le seul dans cette famille qui a une situation économique stable. Tu es aussi le seul capable de demander un prêt de cette taille, ou même de couvrir une bonne partie avec tes économies. C'est ton devoir, en tant que fils et en tant que frère aîné, de soutenir la famille dans ce moment critique. Si tu ne le fais pas, on risque la ruine financière, et ton frère pourrait avoir un traumatisme dont il ne se remettra peut-être jamais. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre déguisé en supplication. Doña Mercedes a ajouté sa touche personnelle de chantage émotionnel. Pense à ton frère, Matteo. Il est tellement sensible, tellement fragile. Ça peut le détruire psychologiquement. Un petit sacrifice de ta part, un petit effort, peut le sauver d'une grave dépression. Fais-le pour moi, mon fils. Pour la paix de notre famille. Mais cette fois, j'étais prêt. Grâce aux avertissements de mon oncle Ravière et à mon propre ras-le-bol, je n'allais pas me taire. J'ai pris une grande inspiration et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé en secret. Je suis désolé pour ce qui est arrivé avec la camionnette. Je suis content que Léo n'ait rien de grave, ai-je dit calmement, moi-même surpris par mon sang-froid. Mais avant de parler d'argent, j'aimerais qu'on clarifie certaines choses. Y a-t-il un vrai rapport de vol déposé au ministère public, avec la date et l'heure exacte? Qu'a dit exactement l'expert de l'assurance? Vous avez un document écrit. On peut demander une deuxième, voire une troisième opinion sur les dégâts et le coût de la réparation, dans des garages certifiés par la marque. Pas juste l'avis de votre mécano de confiance, que je soupçonne fortement d'être le même Caïman qui a emmené la camionnette. Mes parents étaient surpris par mon ton. Ils se sont regardés, interloqués. J'ai continué en ouvrant le dossier. Et ce n'est pas pour vous jeter des choses au visage. Mais ici j'ai un résumé détaillé de mes 11 ans à payer un loyer dans cette maison.
Une somme qui, si on l'additionne, suffirait pour verser l'acompte de 2 camionnettes comme celle de Léo. J'ai aussi une estimation de tout ce que j'ai payé pour ces projets ratés et ces urgences. Financièrement parlant, je crois que ma capacité de sacrifice pour cette famille est arrivée à sa limite. Don Armando est devenu tout rouge de colère. Comment oses-tu faire des comptes comme ça dans un moment pareil? C'est un manque de respect total. Ton devoir est d'aider, sans condition. Et comme si tout ça était prévu à l'avance, la sonnette a retenti. C'était ma tante Henrietta, la sœur de mon père. Une femme commère, envieuse, qui avait toujours tout pardonné à Léo et jamais reconnu mes efforts. Visiblement, mes parents l'avaient appelée pour m'ajouter un peu plus de pression. « Matteo, voyons !» s'est-elle écriée en entrant et en comprenant la situation. « Quel manque de gratitude! Quel cœur dur tu as! Ton père et ta mère se donnent corps et âme pour vous deux. Ils t'ont donné des études, un toit. Et toi, tu sors des comptes comme un enfant capricieux. Tu devrais être à genoux, prêt à vendre ton âme pour aider ton frère. » Le lendemain, la pression est montée d'un cran. Le caïman est venu chez nous, soi-disant pour parler à mon père de l'estimation des réparations. Quand il m'a vu dans le salon, il s'est approché de moi avec un sourire sournois. Il m'a dit à voix basse, pour que seul moi je l'entende. « C'est moche que tu refuses d'aider ta famille, mec. » Des fois, juste pour ne pas sortir quelques billets, les gens finissent par payer beaucoup plus cher autrement, tu vois. Je te laisse réfléchir à ça. C'était une menace à peine voilée, mais très claire. Je n'ai rien répondu. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux jusqu'à ce qu'il détourne le regard et parte rejoindre mon père. La guerre psychologique battait son plein. Et moi, je savais que ce n'était que le début. Les jours suivants ont été une vraie guerre froide dans la maison. Mes parents ne me parlaient presque plus, sauf pour me lancer des piques sur les enfants sans cœur qui trahissent leur famille. Donia Mercedes, experte en chantage affectif, pleurait dans les coins. Et me disait tout bas, quand mon père n'était pas là. « Si ton frère fait une crise de nerfs ou tombe en dépression parce qu'il n'a plus sa camionnette, ce sera ta faute, Matteo. Tu vivras avec ça sur la conscience. » De son côté, Don Armando m'a privé de certains droits. Par exemple, je ne pouvais plus garer ma voiture à ma place dans le garage. Et il m'a menacé à demi-mot. « Je vais te rendre la vie tellement pénible ici que tu regretteras ton attitude. » Je tenais bon. Mais la pression était lourde. Je me réfugiais dans mon travail, et dans les longues discussions au téléphone avec mon oncle Ravière. Il me disait toujours « Il joue sale, Matteo. Mais si tu restes droit dans la vérité, leur théâtre va s'écrouler tôt ou tard. » Un soir, en rentrant du boulot, j'ai entendu mon père parler au téléphone dans son bureau. La porte était entr'ouverte, et sa voix, même basse, était claire. Il parlait à maître Benitez, l'enquêteur de l'assurance. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. « Oui, maître. Comme je vous l'ai dit, on a de fortes raisons de croire que c'est mon fils aîné, Matteo. Il est très amer en ce moment. Il est devenu agressif. Il nous a même menacés, en disant que si on lui demandait encore de l'aider, il se vengerait. Avec beaucoup de tristesse, on pense que c'est lui qui a saboté la camionnette de son frère, juste pour qu'on ne puisse pas la réparer, et pour lui faire du mal moralement. C'est dur à admettre, mais c'est la vérité. Je n'en revenais pas. Il m'accusait carrément d'un acte odieux, juste pour pouvoir toucher l'argent de l'assurance. Je suis sorti de la maison furieux, j'avais besoin d'air. De réfléchir. En douce, j'ai activé l'enregistreur vocal de mon téléphone. Et je l'ai posé discrètement près du bureau, au cas où mon père reparlerait du sujet. Ce que j'ai pu enregistrer n'était pas aussi explicite que la première conversation. Mais on entendait clairement mon père dire à Benitez que j'avais un tempérament explosif. Et qu'il ne fallait écarter aucune piste, même les plus douloureuses. C'était suffisant pour prouver qu'ils essayaient de me faire porter le chapeau. Le plan, aussi ridicule qu'un mauvais film, a été mis à exécution 2 nuits plus tard. J'étais dans ma chambre, en train de travailler tard. J'ai entendu des bruits étranges dans le garage, des coups secs, des vitres qui se brisaient. Mais je me suis dit que c'était sûrement Léo qui rentrait avec ses potes, ou un voisin un peu bruyant. J'étais naïf. Le lendemain matin, le scandale a éclaté. Don Armando m'a réveillé en hurlant. « Matteo, descends immédiatement. Tu dois voir ça. » Je suis descendu en courant, et ce que j'ai vu ressemblait à une scène d'horreur. La Lobo King Ranch, ou ce qu'il en restait après l'accident et le soi-disant vol, avait l'air encore pire. Elle était garée dans notre garage. Les rares vitres qui restaient étaient brisées. Les pneus étaient crevés. Toute la carrosserie avait été couverte de peinture rouge, façon graffiti. En lettres énormes et mal faites, on pouvait lire « Matteo traître, paie ce que tu dois, sale rat ». Et pour couronner le tout,
juste à côté de la roue avant droite, il y avait ma propre clé en croix. Une clé que je gardais toujours dans le coffre de ma vieille voiture, et que seul moi utilisais. Dont Armando m'a attrapé par le bras, faisant semblant d'être fou de rage. Regarde ce que t'as fait, salaud. C'est ton œuvre, je le sais. Avoue que t'as vandalisé la camionnette de ton frère, par rancune et parce que tu ne voulais pas payer ta part. Léo, qui venait d'arriver en pyjama avec la tête dans le brouillard, s'est mis à pleurer comme un bébé. Je peux pas croire que tu me détestes autant, frère. Moi, je t'aurais pardonné si t'avais juste reconnu ton erreur dès le début. Mais maintenant, je vais mourir de tristesse. C'était une scène tellement surjouée, tellement fausse, que ça m'a dégoûté. Mais cette fois, au lieu de crier ou de me défendre comme un enfant, j'ai respiré profondément. Et j'ai décidé de les confronter avec la logique, une logique qu'eux avaient visiblement oubliée. Avec un calme qui les a désarçonnés, j'ai dit « Bon, on va prendre les choses une par une. D'abord, c'est vraiment étrange que ce vandale sache exactement où je garde mes outils, et qu'il décide justement d'en utiliser un qui m'est personnellement identifiable, non. Mes parents se sont tus, en me regardant avec haine. Deuxièmement, ai-je poursuivi, c'est aussi très curieux que le message peint soit si direct et personnel. Ce n'est pas un graffiti anonyme. On dirait une pancarte faite sur mesure pour me faire accuser. Léo a reniflé, essayant de garder son rôle de victime. Troisièmement, quelle coïncidence que ce vandalisme arrive pile au moment où l'assurance refuse de vous payer à cause du soi-disant vol. Et maintenant, boum! Un acte de vandalisme avec un coupable bien désigné, et ça pourrait être couvert, non. Le visage de mon père est devenu livide. Et quatrièmement, et surtout, ai-je dit en les regardant tous les trois dans les yeux, je crois savoir que fabriquer des preuves, accuser faussement quelqu'un et essayer de frauder une assurance sont des délits fédéraux assez graves. Alors si vous êtes si sûr que c'est moi, je vous propose un truc. Appelons tout de suite la police. Qu'ils viennent relever les empreintes sur ma clé, sur la camionnette entière. Qu'ils consultent les caméras de surveillance du quartier pour voir l'heure exacte de l'acte. Et qu'ils découvrent qui sont les vrais responsables. Ça vous va? Moi, j'ai hâte de collaborer avec la justice. Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. La fausse assurance de mes parents s'est effondrée d'un coup. Ils savaient que je les avais pris à leur propre piège. Ma proposition d'appeler la police les a laissés sans voix pendant un moment. Dont Armando a bafouillé quelque chose du genre « on ne va pas empirer le scandale familial ». Et Donia Mercedes, en pleurs, a dit que l'important, c'est qu'on règle ça en famille, comme une famille unie. Léo s'est recroquevillé dans son coin, le rôle de victime ayant quitté son visage. Mais la menace avait porté ses fruits, ils n'ont pas appelé la police. Cependant, je savais que le plan pour arnaquer l'assurance continuait. Quelques jours plus tard, le licencié Benitez, l'enquêteur de la compagnie d'assurance, est venu à la maison. Cette fois, il avait une attitude plus directe et moins formelle. Il portait une tablette et une grosse chemise pleine de documents. Il a demandé à parler à chacun de nous séparément. Mes parents et Léo sont passés en premier. Ils sont restés enfermés dans le bureau avec Benitez pendant presque une heure. J'ai entendu des bribes de conversation. La voix de mon père, faussement indigné, parlait de mon caractère difficile et de ma jalousie envers Léo. Ma mère, en mode martyr, soupirait et confirmait ce que disait mon père. La voix de Léo était presque inaudible, sûrement en train de réciter le texte qu'il lui avait appris. Puis, ce fut mon tour. J'ai pris place en face de Benitez. Il m'a regardé sérieusement. « Jeune Ramirez, a-t-il dit, vos parents et votre frère ont fait des déclarations très graves contre vous. Ils vous accusent d'avoir vandalisé la camionnette Ford Lobo à cause d'un conflit familial lié à de l'argent. Que pouvez-vous répondre à cela ?» Avec tout le calme que j'ai pu rassembler, et soutenu par les preuves que j'avais réunies, je lui ai raconté toute ma version de l'histoire. J'ai tout repris depuis le début, le favoritisme constant, l'achat de la camionnette, les folies de Léo, l'accident réel, et la dissimulation organisée par mon père avec l'aide du caïman. Je lui ai montré les photos floues et la courte vidéo de la grue emmenant la Lobo détruite en pleine nuit. Je lui ai remis le dossier contenant un résumé de mes loyers payés et des dépenses couvertes pour Léo. Je lui ai prouvé que je n'avais aucun motif économique ou personnel pour commettre un tel acte. Je lui ai aussi parlé de l'appel téléphonique que j'avais entendu entre mon père et lui, où mon père semait déjà le doute à mon sujet. Et je lui ai donné l'enregistrement. Enfin, je lui ai expliqué mes doutes logiques sur le vandalisme et comment tout pointait vers une mise en scène maladroite. Licencié Benitez, lui ai-je dit en le regardant dans les yeux, je n'ai pas vandalisé cette camionnette. Je n'ai aucune raison de faire ça. Mais j'ai de sérieuses raisons de croire que toute cette histoire est une tentative désespérée de ma famille pour toucher l'assurance.
et pour me punir de ne pas avoir cédé à leur demande d'argent. Je vous demande d'enquêter sérieusement sur le garage de ce type qu'on appelle le Caïman, à Ezayotl. Je pense que la camionnette s'y trouvait bien avant cet acte de vandalisme. Et c'est peut-être là que vous trouverez les réponses. Benitez m'a écouté attentivement, prenant des notes sur sa tablette, consultant mes documents. Il n'a fait aucun commentaire révélant ce qu'il pensait, mais son visage était devenu plus sérieux. À la fin, il m'a posé quelques questions précises sur des dates, des noms et des lieux. Puis il m'a remercié pour ma coopération et m'a dit qu'il allait poursuivre ses recherches. Les jours suivants ont été insupportables. Quand mes parents ont appris par Benitez que j'avais donné ma propre version des faits avec des preuves, ils sont entrés dans une colère noire. « Qu'est-ce que tu as raconté à ce type? Tu nous diffames. Tu veux détruire ta propre famille ?» m'a crié mon père, rouge de rage. Ma mère m'a traité de traître sans cœur. Mais je suis resté ferme. En secret, et suivant le conseil de mon oncle Ravière, j'ai contacté un avocat, maître Cardenas, un vieil ami de mon oncle. Pas pour porter plainte, pas encore, mais pour savoir quels étaient mes droits et comment me protéger face à leurs fausses accusations. L'avocat m'a écouté sérieusement. Il m'a dit que j'avais bien fait de tout documenter. La vérité, Matteo, a une drôle de manière de sortir au grand jour, m'a-t-il dit, surtout quand il y a de l'argent en jeu et que les assurances deviennent sérieuses. Pendant ce temps, le licencié Benitez ne perdait pas une seconde. D'après les rumeurs de Doña Elena, la voisine bavarde, il posait des questions à tout le voisinage. Il a parlé avec Don Raoul, qui, même discret, a sûrement confirmé les nombreuses bêtises de Léo avec la camionnette. Et Doña Elena, avec sa langue de vipère, a sûrement tout balancé, les conduites dangereuses de Léo, les combines de Don Armando, et même le fait que le Caïman était un ancien complice de mon père pour d'autres magouilles. Chaque petit détail que Benitez récoltait devenait une pièce du puzzle que j'avais commencé à assembler. La vérité, même lente, commençait à faire surface. Et mes parents, même s'ils ne l'avouaient pas, commençaient à montrer des signes de panique. Don Armando a même engagé un autre avocat, maître Baladé, un mec réputé pour être un vrai requin, manipulateur et agressif. Il semblait que la bataille juridique allait bientôt commencer. Une semaine après mon entretien avec Benitez, dans une ambiance familiale si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau, j'ai reçu un appel de lui. Il m'a demandé de le rencontrer dans un café au centre-ville, loin de la maison et des oreilles indiscrètes. « Jeune Ramirez », m'a-t-il dit au téléphone avec un ton étonnamment optimiste, « je pense avoir quelque chose qui va vous intéresser. Une information qui pourrait tout changer dans cette affaire. » Je suis arrivé au café le cœur battant, entre espoir et peur. Benitez était là, au fond, à une table discrète, avec sa tablette et une nouvelle chemise bien plus épaisse. Après avoir commandé un café, il est allé droit au but. « Jeune Ramirez, votre instinct était bon. Et comme on dit, la technologie ne ment jamais. Parfois, les voisins observent plus qu'on ne croit. » Il a souri légèrement. « Votre voisin Don Raoul s'est révélé être une vraie mine d'or. Et pas seulement lui. Il s'avère que Don Raoul, inquiet après plusieurs petits vols dans le quartier et agacé par les courses folles de Léo avec la Lobo, avait récemment installé des caméras de surveillance haute définition. Ces caméras couvraient non seulement l'avant de sa maison, mais aussi une grande partie de la rue. Et, chose cruciale, l'entrée de notre garage. Nous avons une vidéo très claire de ce qui s'est passé dans la nuit de samedi, lors du supposé acte de vandalisme contre la camionnette de votre frère, m'a dit Benitez en glissant sa tablette vers moi. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle, même si je m'y attendais. Sur l'écran, grâce à la vision nocturne de la caméra, on voyait très clairement Léo et un autre homme. Je l'ai immédiatement reconnu. C'était le Caïman, à cause de son gros gabarit et de sa manière de marcher. Ils sont sortis d'une voiture sombre sans plaque d'immatriculation, vers 2 heures du matin, tranquillement, comme si de rien n'était. Ils ont sorti du coffre des bombes de peinture en spray et ce qui semblait être des outils. Ensuite, ils ont méthodiquement et froidement vandalisé la Lobo King Ranch. Ils ont cassé les vitres restantes, crevé les pneus encore intacts et tagué la carrosserie avec les messages que j'avais retrouvés le lendemain matin. On voyait très bien Léo prendre ma clé en croix, que le Caïman avait probablement sorti de ma vieille voiture, et la poser à côté de la roue avant droite. Mais ce n'était pas tout. À un moment dans la vidéo, la lumière de la chambre de mes parents s'est allumée. On a vu la silhouette d'un homme écarter légèrement le rideau. D'après la taille et la carrure, c'était forcément mon père, Don Armando. Il a regardé ce qui se passait dans le garage pendant quelques secondes, puis il a refermé le rideau et éteint la lumière. Il n'y avait plus de doute, mon père savait tout du plan. Pire, il le surveillait. Mais ce n'est pas tout, a ajouté Benitez, comme si ça ne suffisait pas. Grâce à d'autres voisins et aux caméras de certains magasins du quartier, nous avons pu retracer le trajet de la dépanneuse du Caïman. Nous avons des images assez claires montrant cette dépanneuse transportant la Lobo,
déjà accidenté mais sans trace de vandalisme, vers le garage du Caïman à Ecatepec, quelques jours avant le prétendu vandalisme. Et nous avons aussi des images de cette même dépanneuse ramenant la camionnette, cette fois vandalisée, dans votre garage, pendant la nuit des faits. Une caméra de sécurité publique, sur un poteau du C5, a même filmé votre père, dont Armando, en train de recevoir le Caïman et son assistant devant la maison, juste avant qu'il ne rentre la Lobo dans le garage. Je sentais une tempête d'émotions à l'intérieur de moi. Une rage immense à cause de la trahison de ma propre famille, aussi planifiée que cruelle. Mais aussi un soulagement étrange de voir que la vérité éclatait enfin au grand jour, de manière aussi évidente. Comme vous le comprenez, jeune Ramirez, a poursuivi Benitez avec un ton grave, c'est un cas d'école de tentative de fraude à l'assurance. Mais il y a aussi des délits comme faux témoignages et fabrication de fausses preuves. Notre compagnie d'assurance va porter plainte avec tout le poids de la loi contre votre frère, votre père, et l'homme surnommé le Caïman. Le commandant Gutiérrez, de la police municipale, a déjà reçu toutes les vidéos et mon rapport préliminaire. La justice va ouvrir immédiatement une enquête officielle. Il s'est arrêté un moment et m'a regardé droit dans les yeux. Le commandant m'a aussi dit qu'une fois l'enquête commencée, le procureur voudra vous entendre. Il est fort probable qu'on vous demande si vous voulez porter plainte formellement pour diffamation, fausse accusation et tentative de vous faire accuser à tort. Votre témoignage et ses preuves seront essentiels. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce qui était en train de se passer était énorme. Je pensais à toutes ces années d'injustice, à tout l'argent qu'on m'avait soutiré, aux humiliations silencieuses, aux paroles de Sofia, qui m'avait prévenu, au soutien sans faille de mon oncle Ravière, aux petits gestes de Don Raoul, qui avait été plus humain que ma propre famille. Ce n'était plus une question d'argent, ni même une question de camionnette. C'était une question de dignité, de mon nom, de mon avenir. J'ai levé les yeux vers Benitez, avec une détermination que je ne savais même pas que j'avais en moi. Oui, maître, lui ai-je dit d'une voix ferme, une voix que je ne reconnaissais même pas comme la mienne. J'irai jusqu'au bout. Personne n'a le droit d'essayer de détruire la vie de quelqu'un pour cacher ses propres fautes ou ses crimes. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Les événements se sont enchaînés à une vitesse folle après ma réunion avec maître Benitez. À peine 2 jours plus tard, un après-midi gris et lourd comme un ciel d'orage, 2 voitures de police sont arrivées lentement devant notre maison. Le commandant Gutiérrez est descendu d'une des voitures. Un homme costaud, au visage sérieux et au regard perçant, accompagné de 2 jeunes officiers tout aussi sérieux. Il tenait en main des dossiers qui n'annonçaient rien de bon. Moi, j'étais dans ma chambre, essayant de travailler, mais j'étais extrêmement nerveux. J'ai entendu la sonnette. Puis la voix autoritaire de mon père qui demandait ce qu'on voulait. Quelques secondes plus tard, ça a été le chaos. Les cris étouffés de ma mère. La voix de mon père qui montait dans les aigus, se mêlant à celle du commandant Gutiérrez, calme mais ferme. Je suis descendu les escaliers avec le cœur qui battait très fort. La scène dans le salon ressemblait à une série télé. Mon père était rouge de colère, gesticulant, essayant d'intimider les policiers avec son influence. Ma mère pleurait sur le canapé, répétant encore et encore que c'était une erreur, une horrible confusion. Léo, tout pâle, tremblait, assis au bord d'un autre fauteuil, incapable de dire un mot. Maître Baladé, l'avocat de la famille, était arrivé presque en même temps que la police, sûrement prévenu par mon père. Il essayait en vain de bloquer le commandant, parlant de droit constitutionnel et de procédures abusives. Le commandant Gutiérrez, d'un calme impressionnant, a laissé mon père parler. Puis il a sorti de son dossier plusieurs photos imprimées. Des captures d'écran de la vidéo de Don Raoul. Il les a posées sur la table basse. Les images étaient claires. Léo et le Caïman en train de vandaliser la camionnette. Monsieur Ramirez, madame, a dit le commandant en s'adressant à mes parents, je comprends que la situation est difficile, mais nous avons des preuves très solides d'une tentative de fraude à l'assurance. En plus des délits de fausses déclarations et de fabrication de preuves. Ces photos, et les vidéos complètes d'où elles sont extraites, ne laissent aucun doute. La fierté de mon père s'est effondrée d'un seul coup, comme un ballon percé. Maître Baladé a toussé et a tenté de dire que les vidéos étaient truquées, que les preuves étaient obtenues illégalement. Mais le commandant l'a interrompu sèchement. Maître, gardez vos arguments pour le tribunal. Pour l'instant, nous sommes ici pour remettre ces convocations officielles. Il a tendu 2 documents à mon père et à Léo. Votre fils Leonardo, et vous-même, monsieur Armando Ramirez, devez vous présenter demain matin, à la 1re heure, au bureau du ministère public. Vous devrez y faire votre déclaration officielle concernant le dossier numéro X, pour les délits mentionnés. Et il a ajouté, en regardant mon père droit dans les yeux.
Je vous avertis, monsieur Ramirez, que toute tentative d'intimidation de témoins ou d'obstruction à la justice aura de graves conséquences légales. Puis le commandant Gutiérrez s'est tourné vers moi. J'étais resté silencieux jusque-là, dans un coin de la pièce, observant toute la scène. Je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse profonde. Jeune Matteo Ramirez, m'a-t-il dit d'un ton neutre. Le ministère public nous a aussi demandé de vous convoquer. Vu la nature des faits, les preuves apportées par Maître Benitez et votre déclaration précédente, on vous demande de confirmer officiellement votre plainte. Pour diffamation, fausses accusations et tentative de fabrication de fausses preuves contre vous. Votre témoignage est essentiel pour éclaircir complètement cette affaire. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ma mère me regardait avec des yeux pleins de larmes et d'une vraie peur. Mon père me lançait un regard noir, rempli de haine et d'incrédulité. Léo n'osait même pas lever la tête. Maître Baladé me regardait d'un air froid, calculateur, comme s'il analysait mes prochaines actions. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis rappelé toutes les années à être considéré comme le moins important, le soutien silencieux, le bouc émissaire. Je me suis rappelé les paroles de mon oncle Ravière. Parfois, Matteo, pour guérir une blessure, il faut bien la nettoyer, même si ça fait mal. Alors j'ai dit, oui, commandant. D'une voix claire et ferme, qui a résonné dans le silence pesant de la salle. Je serai là demain matin, à la première heure, pour confirmer ma plainte et aider dans tout ce qu'il faudra. La dernière explosion de mon père a été aussi spectaculaire que prévisible. Ingrat, traître, sale vipère qu'on a nourri sous notre toit, a-t-il hurlé, hors de lui. Tu viens de détruire ta famille. Tu as condamné ton propre frère. J'espère que tu pourras vivre tranquille avec ta conscience après ça. À partir de maintenant, pour moi, tu n'es plus mon fils. Je n'ai plus de fils nommé Matteo Ramirez. Doña Mercedes, ma mère, s'est jetée sur moi en me frappant faiblement la poitrine avec ses poings serrés, plus par désespoir que par vraie violence. Je ne te pardonnerai jamais ça, Matteo. Jamais. Tu es un monstre. Léo continuait à pleurnicher en silence, pathétique dans son rôle de victime. Avec un calme que je ne savais même pas que j'avais, je suis monté dans ma chambre. J'ai pris la valise que j'avais préparée depuis plusieurs jours, avec mes vêtements, mon ordinateur portable, mes papiers importants et les quelques objets personnels qui comptaient pour moi. En redescendant, la scène dans le salon était la même, sauf que maintenant Maître Baladé essayait de calmer mes parents. Je me suis arrêté sur le seuil de la porte. Je les ai regardés une dernière fois. Je n'ai rien détruit, ai-je dit, d'une voix qui me semblait venir d'un autre. Ce sont vos décisions, prises l'une après l'autre, pendant des années, qui nous ont amenés ici. Moi, j'ai juste choisi, pour la première fois de ma vie, de ne plus être une victime de vos choix. J'espère qu'un jour, quand votre colère sera retombée, vous comprendrez le mal que vous m'avez fait, mais aussi le mal que vous vous êtes fait à vous-même. Et à ce qui un jour fut une famille. Je me suis retourné et j'ai quitté cette maison sans me retourner. En marchant vers le coin de la rue, là où ma cousine Laura m'attendait discrètement dans sa voiture pour m'emmener dans un endroit sûr, j'ai entendu la voix de mon père crier mon nom, suivi d'une pluie d'insultes et de malédictions. Mais ces mots ne m'atteignaient plus. Un chapitre douloureux et amer de ma vie venait de se fermer pour toujours. Et un autre chapitre, incertain, mais rempli d'un étrange sentiment de liberté, était sur le point de commencer. Le trajet en voiture avec ma cousine, Laura s'est fait en silence, au début. Avec sa sensibilité habituelle, elle ne m'a posé aucune question. Elle a juste posé une main sur mon épaule et m'a dit « Tu as fait ce qu'il fallait, cousin. Même si ça fait mal comme 1000 démons maintenant, tu as fait ce que tu devais faire pour toi. Et moi, je suis là, pour ce dont tu as besoin. » Ces mots, simples mais sincères, ont été comme un petit baume au milieu de la tempête émotionnelle qui me secouait de l'intérieur. Elle m'a emmené dans un petit hôtel du centre-ville, discret et propre, où je pourrais passer la nuit avant d'aller au ministère public le lendemain. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Les scènes de la confrontation avec ma famille tournaient en boucle dans ma tête comme un film sans fin. La colère de mon père, les larmes de ma mère, la peur de Léo, et ma propre voix, étrangement calme et ferme, quand j'ai confirmé ma décision. Je ressentais un mélange de profonde tristesse pour cette rupture définitive, mais aussi une légère sensation de liberté. Comme si on m'avait enfin enlevé un poids énorme que je portais depuis trop d'années. Le lendemain matin, à l'heure, et avec le ventre noué, je me suis présenté à l'agence du ministère public. Maître Cardenas, l'avocat recommandé par mon oncle Ravière, m'y attendait déjà. Il n'est pas entré avec moi pendant la déclaration, parce que je n'étais pas l'accusé mais le plaignant. Mais sa présence m'a rassuré. Le processus de confirmation de ma plainte a été plus rapide que ce que j'imaginais. Un fonctionnaire m'a relu ma première déclaration.
J'ai confirmé que tout était correct, j'ai signé quelques papiers, et voilà. Le commandant Gutiérrez m'a salué d'un signe de tête en me voyant sortir. Vous avez fait ce qu'il fallait, jeune Ramirez, m'a-t-il dit à voix basse. La justice prend parfois du temps, mais elle finit par arriver. Après ça, j'ai appelé mon oncle Ravière pour lui raconter ce qui s'était passé. Mon fils, m'a-t-il dit de sa voix toujours calme. Tu viens de faire le premier pas, le plus difficile. Maintenant commence le vrai processus. Il sera peut-être long et fatigant, mais tu n'es plus seul dans tout ça. Viens à la maison, ici à Querétaro. J'ai une chambre libre et un peu de paix, et je suis sûr que ça te fera du bien. Tu pourras réfléchir tranquillement à ce que tu veux faire ensuite. J'ai accepté son invitation sans hésiter. J'avais besoin de m'éloigner de Mexico, de l'ambiance toxique de mon ancienne famille, et des souvenirs douloureux. Le voyage vers Querétaro a été comme une purification. Pendant que le bus avalait les kilomètres, j'avais l'impression qu'il emportait aussi les chapitres lourds de mon passé. Mon oncle m'a accueilli avec une grosse accolade, sans aucune question inutile. Sa maison, petite mais chaleureuse, est devenue mon refuge pendant les semaines qui ont suivi. Avec son aide et celle de maître Cardenas qui m'aidait à distance, j'ai commencé à comprendre le processus juridique qui m'attendait. Léo et mon père avaient été officiellement notifiés. Ils étaient en train d'être enquêtés pour fraude, fausse déclaration et dissimulation de preuves. Le Caïman, comme on pouvait s'y attendre, avait disparu. Mon père l'avait sûrement fait disparaître, mais la police était déjà à sa recherche. Les nouvelles de mon ancienne maison arrivaient au compte-gouttes, surtout par Laura. Elle m'a raconté que la situation là-bas était un enfer. Dont Armando avait dû vendre 2 terrains qu'il possédait en province. Il avait aussi dû contracter un prêt important pour payer la caution de Léo. Et pour régler les honoraires de maître Baladé, l'avocat qui faisait tout pour me discréditer et ralentir le procès. La réputation de mon père, dans son milieu professionnel et social, avait pris un sérieux coup. Le qu'en dira-t-on était en train de le ronger. Doña Mercedes, d'après Laura, était plongée dans une profonde dépression, partagée entre sa fidélité à son petit garçon et peut-être un soupçon de remords pour ce qu'il m'avait fait. 2 fois, maître Baladé a essayé de me contacter par l'intermédiaire de mon avocat. Il voulait me proposer un accord à l'amiable, une somme d'argent en échange du retrait de ma plainte. J'ai catégoriquement refusé toutes ces propositions. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de justice. Une question de dignité. Ma mère a aussi tenté de me joindre par Laura, en m'envoyant des messages pleins de supplications et de chantage émotionnel pour que je pardonne Léo. Laura me les transférait en ajoutant simplement « C'est toi qui décides, cousin. Moi je fais juste le relais. » Et, avec beaucoup de tristesse, j'ai choisi de ne pas répondre. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de guérir. Et je savais que tout contact avec eux, à ce moment-là, ne ferait que rouvrir mes blessures. Avec mes économies qui, cette fois, étaient restées intactes et destinées à mon avenir, j'ai commencé à chercher un petit appartement en location à Querétaro. J'en ai trouvé un simple, lumineux, dans un quartier calme. Je l'ai meublé avec l'essentiel. Mais chaque chaise, chaque assiette, chaque livre dans la bibliothèque me semblait à moi, gagné avec mon propre effort, sans rien devoir à personne. J'ai commencé à chercher un travail d'ingénieur dans la région. Et, à ma grande surprise, j'ai trouvé plusieurs offres intéressantes. Le processus judiciaire contre ma famille suivait son cours. Lent, mais inévitable. Je savais qu'il y aurait des confrontations, des audiences, peut-être un long procès. Ce ne serait pas facile. La relation avec mes parents et mon frère était brisée. Probablement pour toujours. Mais, pendant que je signais le contrat de location de mon nouvel appartement, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai regardé par la fenêtre le ciel bleu de Querétaro. L'avenir était incertain, oui. Mais, pour la première fois depuis très, très longtemps, je sentais que cet avenir m'appartenait entièrement. J'avais choisi la famille du respect et de la dignité, au lieu de celle du sang et des obligations toxiques. Et ce choix, même s'il était douloureux, m'avait rendu libre.